Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo amateur contre titré. Aujourd'hui je vais vous parler de ma partie jouée contre le maître international Alain Gensling lors de l'Open de Capelle-la-Grande en 2016. Alors c'était un tournoi très sympa pour moi où j'avais eu l'honneur de rencontrer plusieurs titrés. Et dans ce même tournoi, j'avais gagné contre le grand maître Naoukine. Donc je vous parlerai de cette partie prochainement. Alors Alain Gensling est un maître international français, mais c'est aussi en fait un psychologue et un coach mental. On s'est croisés plusieurs fois lors des championnats de France jeunes, et en tant qu'entraîneur, mais aussi en fait entraîneur de jeunes, entraîneur de filles aussi, puisqu'il accompagnait les équipes de top 12 féminines. Et on a aussi eu l'occasion de se rencontrer lors des top 12 mixtes, puisque lui maintenant joue pour le club de Cannes, et moi pour le club de THF Saint-Quentin. En fait, on a beaucoup sympathisé et on aime échanger en fait sur différentes choses concernant les échecs, principalement sur le mental et sur l'entraînement. C'était la première fois que l'on se rencontrait sur l'échiquier. Alors, je vous mettrai un petit lien du site d'Alain Gensling, qui est aussi donc un coach mental. Quelque chose de très intéressant, puisqu'il va parfois pouvoir vous aider au niveau psychologique, de prendre les meilleures décisions, de gérer beaucoup mieux le stress, de gérer tous ces tournois. Alors il a créé un site qui s'appelle Mentor Your Chess, pardon. Donc je vous mettrai un lien descriptif dans la partie. Voilà, donc je vais démarrer la partie. Donc j'avais les blancs, j'ai joué E4. Mon adversaire a joué C5. Ici, comme c'est un open, en général on a le temps de se préparer. Donc je savais très bien que mon adversaire regarderait mes parties et regarderait ce que je joue comme ouverture. Dans mon répertoire habituel, je joue parfois la Sicilienne fermée, je joue parfois la Sicilienne ouverte, parfois la Rosso Limo, et aussi, comme vous le savez, de nombreuses fois le Gambit Mora. Je voulais en fait ici ajouter une corde à mon arc. Cette partie étant sûrement dans les bases de données, puisqu'en fait on jouait sur des échiquiers qui étaient retransmis. J'ai décidé de choisir une nouvelle ouverture et j'ai joué C3. Pourquoi? En fait, comme ça, dans les prochaines parties, mes adversaires vont voir que j'ai aussi joué la lapine. Et donc maintenant, ils vont devoir se préparer contre 5 ouvertures que je joue avec les blancs, ce qui est bien sûr beaucoup plus compliqué. Mon adversaire a joué D5, qui est une réponse tout à fait normale, puisque lorsqu'on joue en fait le pion en C3, on prend un peu la place du cavalier. Donc le cavalier C3, normalement, il contrôle la case E, D5 et la case E4. Donc D5 est une réponse naturelle. En plus, c'est logique dans ce genre d'ouverture de jouer le coup D5, qu'on appelle souvent un coup libérateur. Donc j'ai pris en D5, mon adversaire a fait Dame Pro D5, et j'ai joué D4 pour essayer bien sûr d'avoir le centre. Mon adversaire a joué Cavalier F6. Alors Cavalier F6, l'idée c'est déjà de défendre la Dame D5 qui est sans protection. Ici, j'ai joué Cavalier F3, donc je me développe, comme je le précise souvent à mes élèves, on essaie de se développer du côté où l'on va roquer en priorité. Donc bien sûr, pour l'instant, je développe mon aile roi, puisque j'ai l'intention de faire petit roc. Mon adversaire a joué Cavalier C6. Alors en fait, ça ressemble à une ligne que moi-même, je joue avec les noirs. Mais avec une petite nuance, c'est que d'habitude, moi, au lieu de Cavalier C6, je joue d'abord Fou G4. Donc ici, je pensais qu'Alain jouerait ce coup, et c'était ma préparation. Alors, sur Fou G4, en fait, j'aurais peut-être joué D Pro C5, ou peut-être aussi Fou E2, qui sont pardon, les deux grandes lignes principales sur ce coup Fou G4. Mon adversaire a donc joué Cavalier C6, que je connaissais beaucoup moins. Je me suis donc demandé comment continuer dans cette partie, et j'ai décidé finalement de jouer Fou E2,
de rester au plus proche de mon répertoire, de ce que je connaissais. Ce que je conseille toujours à mes élèves, lorsque votre adversaire essaie de dévier de vos lignes, essayez quand même de rester le plus concentré dans vos lignes et de respecter votre propre répertoire. Donc ici, il a pris en D4. Donc ici, c'est une décision déjà quand même importante. Parce qu'en fait, ici, que va-t-il se passer? La structure de pion va changer. Regardez, après C prend D4, on voit bien que les deux squelettes de pion ne sont pas les mêmes. Ici, les blancs ont 3 îlots, les noirs ont 2 îlots. Donc comme je le dis souvent dans les finales aussi, moins il y a d'îlots, mieux cela vaut. J'aime jouer par contre avec le pion isolé. Alors le pion isolé, souvent il faut faire attention. Est-ce qu'il est isolé ou est-ce que c'est un pion passé? Pour l'instant ici ce n'est qu'un pion isolé. Donc étant un joueur plutôt offensif, cela ne me dérange pas de jouer avec le pion isolé parce que comme vous pouvez le voir, en fait ce pion isolé libère de l'espace, il ouvre de l'espace. Regardez ici, il y a la colonne C ouverte, la colonne C semi-ouverte, les diagonales pour les fous qui vont s'ouvrir. Voyez? Alors, petit problème technique, mais regardez, les diagonales pour les fous qui s'ouvrent, le cavalier qui pourra sortir rapidement, et donc ici ça donne beaucoup d'espace au blanc. Maintenant il faut profiter de cet espace, parce que si vous êtes trop lent, l'adversaire va simplement annihiler vos attaques. Il va essayer de bloquer par exemple votre pion D4, et ensuite essayer de l'attaquer. Donc ici sur C prend D4, Alain a joué E6. Alors E6, c'est un coup que personnellement j'aime un peu moins, parce que ça laisse, ce fou C8 un peu passif pour le moment. Et donc c'est beaucoup moins embêtant pour les blancs. En fait, ce fou, s'il était en G4, il gênerait plutôt quand même les blancs, parce qu'il attaquerait un défenseur du pion D4. C'est pour ça que E6, je suis pas très fan de ce coup, personnellement, moi, avec les noirs, si je devais jouer ça. Mais le maître a son idée, sûrement, il va essayer de développer son fou F8, et il se préoccupera du fou C8 plus tard. Donc j'ai joué cavalier C3, je me développe tout en attaquant la dame. Il a joué dame D6, alors dame D6 c'est souvent aussi la bonne case de retrait pour la dame, puisqu'on veut garder la case D8 pour mettre une tour et attaquer ce pion isolé. J'ai joué petit roc, et il a joué fou E7. Alors ici, pour moi, c'est ce que j'appelle un tournant déjà dans la partie. C'est un peu un moment critique. Le plan des noirs est simple. Ils vont essayer de jouer contre ce pion isolé au centre, qu'on appelle l'isolani. Soit ils vont essayer de le bloquer. Alors par exemple, ils ont parfois des idées de jouer cavalier B4, cavalier D5, puis ensuite peut-être B6, fou B7. Donc ça c'est une première idée. Soit ils vont essayer de l'attaquer. Par exemple, quand ils auront roqué, ils vont prendre la tour F8 et la mettre en D8. Si je ne fais rien ici, je vais subir. Normalement, les compensations pour le pion isolé permettent au blanc soit d'avoir une attaque sur le roc, soit d'essayer de pousser le pion au D5, comme le disait un célèbre joueur, Garry Kasparov. Il disait que lorsque vous avez le pion isolé, si vous arrivez à l'avancer et à l'échanger au centre, cela signifie que vous contrôlez mieux le centre que votre adversaire, et donc que vous avez un avantage, soit positionnel, soit dynamique. Donc ici, il faut que je ne tarde pas. Pour le moment, je ne peux pas pousser D5.
Et j'ai pas d'attaque sur le roc puisqu'il n'a pas roqué. Donc j'étais un peu, comment je vais dire ici, out of book, c'est-à-dire hors de mes connaissances théoriques. Et j'ai dû trouver sur l'échiquier comment réagir. Donc n'hésitez pas de temps en temps à faire pause pour réfléchir de votre côté et à appuyer ensuite sur le bouton lecture pour voir les coups, les réponses et mes explications. Donc ici j'ai décidé de jouer cavalier B5. Donc cavalier B5, ça attaque la dame noire. Ça menace aussi des fois un cavalier C7 fourchette. Donc ce coup pose des questions au noir. Comme je vous le disais, avec le pion isolé, il faut essayer de jouer actif. Donc mon adversaire a choisi dame D8. Donc il doit surveiller la case C7. Et j'ai continué mon développement, tout en continuant de menacer, j'ai joué fou F4. Donc fou F4, ça menace bien sûr le cavalier C7. Mon adversaire n'a pas beaucoup de coups à sa disposition pour défendre la case C7, il a donc choisi de jouer le coup naturel cavalier D5, qui bien sûr défend la case C7, mais attaque aussi le fou F4. Donc j'ai joué fou G3, je garde toujours un œil sur la case C7, et ici, Alain a décidé de jouer A6 pour chasser ce cavalier qui le gênait. Donc j'ai rapatrié le cavalier en C3, et les blancs, les noirs pardon, ont joué petit roc. Ici, on arrive dans le milieu de partie. Donc le milieu de partie, en fait, c'est quand l'ouverture est terminée. L'ouverture est terminée quand? Lorsqu'en fait, on a sorti toutes ses pièces mineures, mis son roi à l'abri, et en général, lié les tours. Donc ici, le milieu de partie va démarrer, et il faut trouver des idées pour les blancs. J'ai donc pour ma part ici décidé de jouer tour C1. Donc l'idée, c'est de bien sûr occuper cette colonne ouverte, mais aussi parfois essayer de jouer cavalier A4, cavalier C5. Pour le moment, le fou C8, il a du mal à se développer. Donc j'essaie de trouver une cible. Peut-être ici, à la place de tour à C1, cavalier E5 était intéressant. Avec l'idée si cavalier prend C3, B prend C3, cavalier prend E5, fou prend E5. Finalement, mon pion D4 n'est plus isolé. Maintenant, en fait, j'ai ce que l'on appelle ici des pions pendants, c'est-à-dire deux pions isolés. Mais ici, ces deux pions sont plus forts qu'un pion isolé tout seul, puisqu'ils peuvent se soutenir et se protéger mutuellement. Bon, j'aurais pu opter pour cette décision. J'ai choisi tour à C1. Alain a pris en C3 et j'ai pris en C3. Donc ici, j'étais assez satisfait de cet échange, puisque maintenant, je n'ai plus le pion D4 isolé. Alors c'est vrai que je me retrouve avec ces pions pendants, ces deux pions isolés, mais en échange, j'ai obtenu aussi peut-être la colonne semi-ouverte et peut-être parfois des idées d'attaquer ce pion B7. Ici, le maître a joué un coup un peu bizarre. Il a joué fou à 3. Je pense que ce coup n'était vraiment pas nécessaire. Parce que finalement, ma tour en C1 n'est pas très utile. Alors elle aurait pu peut-être soutenir une poussée C4. Mais finalement, en C1, tant que j'ai pas joué C4, elle n'est pas très utile. Et comme je vous le disais, je voulais occuper la colonne semi-ouverte, la colonne B. Donc ici, les noirs me donnent vraiment un coup, puisqu'ils me permettent de jouer tour B1, simplement parce que on m'a attaqué ma tour. Alors,
Ici, peut-être au lieu de fou A3, peut-être B5 était intéressant. Et sur A4, essayez de jouer B4 pour une nouvelle fois disloquer ses pions et créer une nouvelle fois le pion isolé en D4. Donc si je prenais en B4 ici, c'était quand même embêtant. Je pense que j'aurais joué C4. Mais maintenant, le jeu est compliqué parce que les noirs se sont quand même créé un pion passé que je vais devoir surveiller. Donc j'espère ne pas aller trop vite pour vous. N'hésitez pas sinon à faire pause, hein. Donc il a joué fou A3 et j'ai joué tour B1. Au final, comme je le disais, la tour est mieux placée sur la colonne semi-ouverte, la colonne B. Et mon adversaire a joué B5. Ici, je pense que mon adversaire du jour, il a manqué une ligne dans ses calculs. Ici, le point le plus important, c'est ce que je vous dis souvent, c'est qu'il faut déterminer des cibles. Pour avoir un plan, il faut avoir un objectif. Trouver des cibles. Lorsque vous aurez trouvé ces cibles, vous allez essayer de calculer les coûts qui vous permettent d'atteindre ces cibles. C'est seulement quand vous avez trouvé les cibles que vous allez essayer de trouver les coûts et le raisonnement pour atteindre ces cibles. Que se passe-t-il ici? On a un cavalier C6 sans protection. On a un fou A3 sans protection. Comme je le dis souvent, lorsqu'il y a des pièces sans protection, peut-être il y a une combinaison. C'est la spéciale John Capon. Si je fais des rimes, c'est pas pour la frime, c'est plutôt des moyens mémotechniques pour que vous vous rappeliez des idées de combinaison. Maintenant que l'on connaît ces deux cibles, il faudrait réaliser ce que l'on appelle une double attaque. Comment on peut réaliser une double attaque? Alors ici, il faut une pièce forcément déjà qui attaque le cavalier C6 et le fou A3. Il faut donc une pièce qui peut se déplacer dans toutes les directions. Cette pièce, c'est donc la dame blanche. Et pour que la dame blanche attaque ces deux pièces, il faudrait que cette dame blanche puisse aller en A4. C'est la raison pour laquelle j'ai dû me débarrasser du pion B5 et que j'ai joué C4, qui est un excellent coup, puisque maintenant, en cas de prise en C4, il y a le très fort dame A4 avec la double attaque. Voyez, parfois, les maîtres ont aussi des absences et oublient peut-être des choses tactiques, on va dire, plus élémentaires. Ça, c'est des fois, parfois, les joueurs de haut niveau peuvent oublier des choses plus simplistes, comme ici, la double attaque. Donc j'ai joué C4, bien sûr, mon adversaire n'est pas tombé dans le piège, il n'est pas stupide, il a joué cavalier A7. Maintenant, donc la double attaque ne fonctionne pas, mais par contre, ça devient intéressant puisque j'ai pu jouer C5. Et maintenant, ce pion, qui était arriéré il y a quelques coups, devient une force pour les blancs. Il est passé, c'est un pion passé. Et de plus, il gêne la sortie du fou en A3. Donc les noirs ont joué fou B7. Et ici, j'avais plusieurs bonnes options, mais en fait je pense pas avoir choisi la meilleure. Alors c'est souvent aussi le problème dans ce genre de position, c'est que nous, amateurs, on prend beaucoup de temps dans l'ouverture, et ce temps va nous manquer par la suite. Donc c'est pour ça que je dis souvent à mes élèves aussi, il faut déjà essayer de bien connaître ces ouvertures, et de ne pas jouer trop lentement l'ouverture, sinon on va manquer de temps dans le milieu de partie et les finales. Donc ici, peut-être j'aurais pu mettre le fou en D6, qui était intéressant, avec l'idée par exemple tour 8, cavalier E5. Donc là, vous voyez, les pièces blanches travaillent bien en harmonie, elles travaillent bien ensemble. Et sur un coup comme cavalier C8,
jouer dame D3, donc attaquer le fou à 3. Et sur cavalier prend D6, dame pour A3, cavalier F5, attaquant D4. Mais C6, on avance le pion. Et si les noirs nous prennent en D4, il y a un coup comme fou H5. Bon, bien sûr, cette variante était un peu longue et peut-être un peu difficile. Donc je reviens sur fou B7. J'aurais pu peut-être aussi envisager tour B3. Donc tour B3, c'est un coup intéressant parce que la tour va être active aussi latéralement. Et donc parfois, elle pourrait glisser sur la colonne, sur la troisième rangée, pardon. Et en cas de B4, pour défendre le fou, parce qu'il faut défendre ce fou, j'aurais pu jouer fou D6, attaquant la tour F8, et prenant deux bonnes cases. Alors bien sûr, ici, si les noirs attaquent ma tour également, j'ai le temps de prendre leur tour. Ils prennent la mienne, je prends du pion, mais vous voyez maintenant le fou à 3, il est hors jeu. Il ne joue plus beaucoup. Et sur roi prend, je prenais le pion A6. Ici, j'avais un pion de plus. Le pion passé C5. La pièce hors jeu des noirs, le fou A3. Je pense qu'ici, ça donne un avantage décisif aux blancs. Alors, j'ai raté cette suite. Et sur fou B7, j'ai joué dame D3 pour attaquer aussi le fou A3. Mais avoir des fois un œil aussi sur H7. Donc il a joué B4, seul coup pour défendre le fou, et j'ai décidé de gagner de l'espace, de jouer cavalier E5. Donc ce cavalier, il est souvent très bien placé ici, c'est ce qu'on appelle souvent un avant-poste. Alors bien sûr, attention, je peux encore être chassé avec le pion F, mais ce cavalier, vous voyez, il a des idées des fois de venir en C4, parfois s'installer en D6 ou en B6, mais aussi menacer ce fou à 3 toujours. Donc les noirs ont joué fou D5, bon, pour contrôler la case C4. Et si j'ai continué mon plan, j'ai joué cavalier C4. Alors ici, en fait, je suis un peu retombé dans mes travers, un peu psychologiques, de proposer nul, malgré une position avantageuse. On dirait en fait qu'il faut que je sois forcé de jouer pour avoir le déclic de vouloir gagner contre un plus fort. Comme si on me disait, en fait, à côté de moi, vas-y, façon, je ne ferai pas nul. Ici, j'ai proposé nul, non pas par peur, mais par manque de temps. Presque une peur, en fait, quand même, de gâcher cette position supérieure. Donc ça, c'est un défaut que j'ai, un défaut contre lequel je lutte. Je dois essayer justement de jouer les positions au maximum et de ne pas proposer nul dans ce genre de position où les blancs ont l'avantage. Mon adversaire décide de refuser cette nulle. Il joue cavalier B5. Il refuse malgré une position inférieure. En fait, il se dit que ma proposition de nul avec peu de temps me poussera sûrement à commettre des erreurs. C'est une sage décision de sa part. Donc j'ai joué cavalier prend A3, B prend A3 pour créer déjà un pion doublé à l'adversaire. Et peut-être une cible potentielle dans les finales. Donc ici, j'ai joué dame D2. L'idée, bien sûr, c'est de créer des menaces sur le cavalier B5, de gagner un pion, simplement. Mon adversaire a joué dame D7, donc il défend son cavalier. Et ici, j'ai joué tour B4. Alors, en fait, j'aime bien ce coup de tour, car en fait, la tour, elle reste active verticalement et latéralement. Elle garde un œil sur D4, et elle attaque toujours le cavalier B5 avec l'idée de doubler, genre, bien sûr, tour FB1. Donc mon adversaire, lui, a décidé de jouer tour F D8, donc il essaie de mettre un peu la pression sur le pion D4 au rayon X, et j'ai décidé de jouer tour FB1 pour menacer de prendre en B5. Mon adversaire décide donc de jouer fou C6, il défend B5.
Alors là, si on regarde aussi, il attaque le pion D4. Donc vous voyez, il attaque le pion D4 3 fois. Et pour l'instant, je ne le défends que 2 fois. Donc j'aurais pu envisager de le défendre. Mais ici, j'ai décidé de jouer fou prend B5. Alors c'est une décision importante, parce que je donne ma paire de fous. Et je remettais aussi correctement la structure de pion de mon adversaire. Mais en échange, la position en résultat était composée de fous de couleur opposée, ce qui parfois garantit une certaine égalité. Comme si on échangeait toutes les pièces lourdes, finalement les fous, comme ils ne sont pas de même couleur, ne pourraient pas s'échanger. Et donc, il y aurait beaucoup de chances que ça fasse nul. Alors en plus, la case D6, ici, elle était sympa pour mon fou G3. Et mes pièces lourdes, en fait, avaient beaucoup de possibilités, plus que celles de l'adversaire. C'est comme ça, en général, aussi, qu'on compare l'activité des pièces. On compare nos pièces par rapport à celles de l'adversaire. Donc maintenant, l'idée pour les blancs, cela va être de coulisser les pièces vers le roi adverse. Donc Alain a joué A prend B5 et j'ai décidé de jouer fou D6, de couper l'attaque sur mon pion D4. Alain a décidé de jouer fou E4, donc lui il essaie aussi de centraliser son fou tout en créant des menaces. J'ai joué tour B3 pour pouvoir tout à l'heure, comme je vous le disais, coulisser sur la troisième rangée. Il a décidé de rejouer fou D5 et j'ai joué tour G3. Là, l'idée, c'est que j'ai une menace directe. Je menace de jouer fou E5 et d'attaquer le pion G7. Et bien sûr, s'il me laisse jouer fou E5, il n'a pas de G6 parce que la dame pourrait aller en H6. Et il n'a pas de F6 parce que j'aurai fou prend F6. Donc là, le maître a quand même bien joué, il a joué F6. Donc m'empêchant d'aller en E5. Vous voyez, c'est ça aussi la différence entre des joueurs titrés et des joueurs amateurs, c'est que très vite, ils voient nos menaces et nous en empêchent. Et ici, j'ai joué Dame 2. Donc bien sûr, avec l'idée d'attaquer le pion B5, mais aussi parfois d'aller embêter le roi sur la colonne H. Et là, Alain a joué fou C4. Donc ici, on est au 30e coup. Et j'étais en manque de temps, une nouvelle fois, avec 2 minutes à la pendule pour atteindre le 40e coup qui permettrait d'avoir des minutes supplémentaires. Je dois prendre une décision rapide. Et ici, en fait, mon côté attaquant, il est ressorti. J'ai du mal à me freiner quand je vois ce genre de position. Je me suis dit que sacrifier la qualité, jouer tour prend C4, avec ce pion passé fort, le pion passé C5, était intéressant. Et ça compensait le désavantage matériel. Alors c'était une idée intéressante, mais normalement, tactiquement, elle ne fonctionne pas. Comme on va peut-être pouvoir le voir par la suite. Mais je me suis dit que je trouverais aussi des coups plus facilement dans ce genre de position. Donc là, Alain a joué tour à 4. Bien sûr, attaquant la dame et mettant une pression sur le pion D4. J'ai joué dame D3. Donc toujours avec cette idée d'attaquer H7. Il a joué dame C6. Et ici, j'ai décidé de jouer tour H3. Ici, il ne me reste qu'une minute 30 avant de jouer ce coup. Et ici, dans mes calculs, je n'ai regardé quasiment que le coup H6 jusqu'au bout.
En fait, le coup qui m'embêtait le plus ici, c'était G6. Mais j'avais pas le temps d'approfondir, alors en fait j'ai regardé qu'une seule variante, j'ai regardé que H6. Et là, j'ai eu un peu de chance dans cette partie, parce que finalement, Alain a joué H6. Et donc, ici j'étais assez satisfait, puisque, comme je vous le disais précédemment, j'avais passé quasiment ma minute 30 à calculer ce coup. Alors, très haut blanc, comment joueriez-vous dans cette position? Je ne vais pas vous dévoiler la suite, n'hésitez pas à faire pause. Alors, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez appuyé sur le bouton lecture, et ici, qu'ai-je joué? J'ai joué le magnifique Tour Pro H6. L'idée, bien sûr, ici, c'est que si les noirs prennent la tour en H6, j'ai au minimum un échec perpétuel. Regardez, ici, la dame va arriver en G6, le roi, il va aller en H8, mais ici, je pourrais bien sûr m'amuser à faire cet échec perpétuel, hein, voyez. Mais ici, il y a peut-être justement un gain pour les blancs, c'est dame F6, roi H7, dame F7, roi H8, fou E5, échec et mat. Et voyez, malgré le déficit matériel, les blancs l'emporteraient. Donc bien sûr, sur tour pro H6, les noirs ne peuvent pas prendre H6. Alors ici, il y avait peut-être un bon coup pour eux. C'était de couper la diagonale sur H7 et peut-être de jouer F5, qui était sûrement une des seules façons de rester dans la partie. Donc là, je pense que j'aurais joué tour pro E6, avec bien sûr l'attaque du pion F5, la menace de pousser en D5, avec deux pions D et C très forts. Donc dame D5, c'est un bon coup pour justement contrôler cette case D5 et empêcher la progression de ces pions. Dame E2, défend la tour, défend le pion A2. Et sur tour pro D4, jouer tour E8 échec, tour pro E8, dame pro E8, roi H1, roi H7 pardon, dame H5, et ici j'aurais dû opter sûrement pour un échec perpétuel, roi G8, dame E8, et ainsi de suite. Donc là il fallait faire quand même très attention pour les noirs. Et ici sur tour pro H6, peut-être Alain ici a pris une mauvaise décision. Me voyant mal au temps, il a joué tour pro D6. Il a essayé de me tactifier à son tour. Il se dit qu'en cas de prise de la tour, bien sûr, par le pion C5, comme je peux vous montrer hein, quand même, il va jouer dame C1 échec. Alors il n'y a pas échec et mat parce que la dame D3 peut revenir, mais la dame attaque la tour et je me prends une terrible double attaque. Alors là c'est aussi assez fou parce qu'en fait sur tour pro D6, je pense que c'est un coup précipité de la part d'Alain malheureusement, et il n'a pas envisagé la réponse blanche. Il n'a vu que le bon coup pour lui. Mais ici, il y a le terrible dame H7 échec, roi F8, tour G6, avec maintenant les menaces de prendre en G7. Les noirs pardon, n'ont pas vraiment d'échec. Ils ont du mal à défendre le pion G7, parce que si par exemple ils jouaient, je vais dire tour D7, on a quand même dame H8, roi E7, tour G7, échec et mat. Donc en fait sur tour G6, Alain a joué dame E4, tentant un dernier piège, puisqu'il menace le mat du couloir. Il empêche
la tour blanche de prendre en G7, sinon il y a un échange de dames. Mais ici, j'ai trouvé l'unique coup, dame H8. Et maintenant, les blancs sont perdus. Alain a abandonné ici. Mais s'il jouait roi F7 ou roi F8, il y avait bien sûr tour prend G7, échec et mat. Alors ici, une belle partie, je pense, de ma part contre un joueur titré. Parfois, vous pouvez le voir, les joueurs titrés aussi peuvent être dans des positions difficiles, et comme ils sont mieux classés que vous, ils doivent essayer malgré tout de vous battre, et donc de prendre des risques. C'est la raison pour laquelle ici, je pense, Alain a fauté, malheureusement pour lui, hein. Il a joué un peu sur mon déficit de temps. Mais comme on le dit souvent, en fait, dans les parties, il ne faut pas jouer la pendule, il faut d'abord jouer l'échiquier, la position. Alors, une partie, je pense, très intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie de vidéo contre-titrée. N'hésitez pas à soutenir la chaîne YouTube, à liker, à mettre vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. J'espère que tout cela vous plaît. À bientôt, au revoir.